Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Visite exclusive au cœur de la raffinerie de Martinique. La Sarah nous ouvre ses portes à l'heure du grand arrêt. Chantier colossal, mais plein d'enjeux pour l'une des sociétés les plus stratégiques de la Martinique. Au sein de la Société anonyme de raffinerie des Antilles, des femmes qui ne sont pas cantonnées au bureau, mais aussi exposées sur le terrain, rencontre avec ceux et celles qui font l'entreprise. Sans oublier le bon plan de la semaine, nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti! Pénétrer au cœur de la Sarah, une occasion rare, c'est ce que nous vous proposons dans le cadre du grand arrêt de la raffinerie qui s'effectue seulement tous les 6 ans. Un chantier colossal mais aussi lourd d'enjeux pour l'une des sociétés les plus stratégiques de la Martinique. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Gaël Duffière. 5h30 du matin, l'aube se lève, Albert et ses hommes passent ses différents postes de contrôle pour entrer dans l'une des zones les plus sécurisées de la Martinique, la Sarah. François, ton casque, les lunettes, le détecteur H2S, ton masque autosauveteur, tes gants, Renaud. Si cette petite entreprise d'électriciens, indépendante et si rigoureuse est prête à se plier aux exigences de la Sarah, c'est que la grande dame offre aussi un autre type de sécurité. En période de crise comme celle-là, à 100%, je suis sûr de travailler à Sarah pendant toute l'année. Chaque jour actuellement, c'est près de 600 personnes qui se déversent sur la Sarah. Une activité inhabituelle sur ce site pour un projet colossal, le Grand Arrêt. Tous les 6 ans, pendant quelques semaines, la raffinerie stoppe son activité pour effectuer ses travaux de maintenance. Près de 200 000 heures de travail. Dès que vous retirez les matelas, vous mettez direct la lampe d'incendie. Et vous le ramenez directement dans la benne d'eau. Cette procédure-là, on peut la faire que quand il y a l'arrêt de l'unité. Parce que c'est une procédure, à l'intérieur, c'est un matelas qui peut prendre feu. C'est pour ça qu'on a toute cette procédure-là pour sortir le matelas et le ramener à l'intérieur de la benne où il y a de l'eau. Minimum, c'est 4 heures. Au bout de 4 heures, le matelas peut prendre feu. Un accent exotique, car ces hommes sont venus de loin pour cette opération. Toute l'année, ils parcourent d'ailleurs l'Europe au gré des arrêts des raffineries. En effet, un chantier de ce type réclame certaines compétences hyper spécialisées confiées à un groupement de l'Hexagone. Mais les entreprises locales ont elles aussi pu profiter d'une part du gâteau. Sur les 50 entreprises par exemple qui vont travailler ici, qui travaillent en ce moment ici, les 3/4 ce sont des entreprises locales. Mais pour les personnes qui viennent aussi, c'est aussi des lits d'hébergement, des locations de voitures, des billets d'avion, de la restauration. Un budget estimé à 32 millions d'euros, une somme allouée à ces travaux de maintenance, mais pas seulement. Nous avons également les travaux d'investissement à réaliser, puisque nous cherchons en permanence à réduire notre impact sur l'environnement. Il faut également accroître la sécurité de nos installations. Il faut aussi accroître leur performance technique ou énergétique, ou tout simplement, je dirais, rénover ces installations. Un chantier énorme qui ne doit rien à l'improvisation. 2 ans de préparation ont été nécessaires pour parvenir à la réalisation de ce projet. 17 personnes y ont travaillé exclusivement. Des personnes qui ont été lâchées pendant 2 ans dans une cellule spéciale pour la préparation et justement qui ont travaillé sur toute la partie travaux et puis surtout la partie, je dirais, acheminement, enfin, achat des matières premières. L'acheminement, mais aussi la gestion des stocks. En effet, difficile de trouver ce type de pièces dans n'importe quel magasin de bricolage. Et pas question de dépasser le délai de 6 à 8 semaines. Pendant toute la durée du grand arrêt, la raffinerie sera sous haute tension. C'est beaucoup de tension, beaucoup de disponibilité. Donc ça c'est l'impact, parce qu'il faut qu'on signe avec Daniel Crater, mon bras droit, environ 3000 permis. C'est des travaux qui sont planifiés demain. Donc l'objectif de sa réunion, c'est avec l'entreprise et l'exploitant
de vérifier que toutes les conditions de sécurité sont requises pour faire les travaux demain. La sécurité, c'est l'enjeu primordial de cet arrêt. En effet, si l'activité des unités est pour la plupart suspendue, le risque est aujourd'hui décuplé par la coactivité sur un site qui reste hypersensible. L'objectif, 0 accident. Pour y parvenir, les entreprises sont triées sur le volet, mais aussi formées. Pour elles, ce grand arrêt, c'est aussi une opportunité, une expérience qui peut s'avérer très riche sur le long terme. Il faut qu'on gère les problématiques de coactivité, parce qu'on a des chantiers qui sont parfois incompatibles l'un avec l'autre. Et en fait, tout cela passe d'abord par une très bonne préparation des opérations de travaux, par des formations adaptées, par des habilitations des entreprises extérieures qui sont sur notre site. Ça nous permet, nous aussi, de repérer des entreprises qui sont potentiellement très bonnes en termes de sécurité, mais elles aussi, ça leur permet d'avoir au niveau de leur référence des expériences réussies en termes de sécurité. Un investissement, un engagement au service du tissu économique local, à l'image de l'implication de la SARA. Une société qui, bien plus qu'être l'une des plus grandes industries de la région, a prouvé depuis 40 ans son enracinement dans le paysage martiniquais. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Monsieur Luc Mazarin, directeur des opérations de la SARA. Bonsoir, Monsieur Mazarin. Bonsoir, Monsieur Rosévi. Et merci d'être avec nous. Alors, à l'instar du grand arrêt, nous aussi, on va s'arrêter pour mieux comprendre ce chantier colossal. Qu'est-ce qui a nécessité une telle opération? La raffinerie, comme vous le savez, est une usine à feu continu, donc qui ne s'arrête jamais. 24 heures sur 24, qui fonctionne toute l'année. 24 heures 24 sur 24, 365 jours par an, les samedis, dimanches, jours fériés. Et donc, tous les 6 ans, nous arrêtons toutes les unités de sorte à pouvoir faire les travaux qui, vous comprenez aisément, ne peuvent pas se faire en temps normal. Donc c'est ce que nous appelons le grand arrêt. Ça dure 6 à 8 semaines et ça se passe tous les 6 ans. Ça veut dire que tout est au point mort pendant 6 semaines? Alors tout est au point mort pour la raffinerie, mais bien sûr nous avons toujours l'activité quand même d'approvisionnement des stations-service et donc nous continuons à livrer les produits pétroliers dont l'île a besoin, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Vous avez pris soin d'assurer un stock en amont? Absolument. Ça fait partie de la préparation de ce grand arrêt. Nous savons que la raffinerie elle-même sera arrêtée pendant 6 à 8 semaines. Donc nous provisionnons les stocks en amont de sorte à pouvoir, pendant cette période, approvisionner les stations-service des 3 départements, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Un grand arrêt, oui, mais une grande préparation en amont. Ça ne se prépare pas comme ça du jour au lendemain. Alors c'est un véritable projet, nous le considérons comme tel, c'est-à-dire que durant 2 ans, une équipe multidisciplinaire ne fait que ça, prépare le grand arrêt. Ne fait que ça. Alors elle n'a pas été, ils ont été 17 au total. Bien sûr, au début, il n'y avait que le chef de projet, mais il a constitué son équipe et au fil des mois, il l'a étoffé de sorte à arriver au point culminant de 17 personnes. Donc pour que tout le monde comprenne, cette équipe a fait quoi pendant 2 ans? Elle a cherché les failles, les problèmes techniques? Alors, la première chose à faire, c'est de lister les travaux qu'il y a à faire. Donc, ça fait partie du travail à la fois des inspecteurs, mais également des gens de maintenance de la raffinerie, de lister tous les travaux qu'il faut faire, de sorte à pouvoir, après démarrage, repartir pour un cycle de 6 ans. C'est bien ça l'enjeu. Il faut qu'après ces travaux, la raffinerie puisse tourner à nouveau un cycle de 6 ans sans incident majeur. Alors, vous nous avez dit que l'équipe a listé les problèmes. Est-ce qu'il y en a beaucoup, là, pour ce grand arrêt, des problèmes à régler? Alors, il y a des problèmes de maintenance classiques, bien sûr. On ne peut pas tourner 6 ans sans arrêt, sans avoir des petites difficultés. Alors, notamment, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, les fours qui sont soumis à rude épreuve quand même, sous une usine à feu continu, eh bien, on les inspecte de façon approfondie, de sorte à pouvoir, s'il y avait un défaut de réfractaire quelque part, pouvoir le réparer et repartir de bon pied. Et comme les machines ne tournent pas, forcément, on peut mieux travailler, évidemment. Alors, s'agissant des retombées économiques, Monsieur Mazarin, les retombées économiques locales du grand arrêt, on note, on va le voir en chiffres, 75% d'entreprises locales et 25% pour celles de l'Hexagone. Pour que l'on comprenne bien quels sont les enjeux de ce fameux grand arrêt. Alors, les enjeux, alors il y a plusieurs enjeux pour nous. Et il y en a également, je dirais, pour les retombées économiques de l'île. Les enjeux pour nous, SARA, c'est bien sûr avant tout la sécurité des hommes et des femmes qui viennent travailler sur notre chantier. Vous comprenez que nous allons avoir en pointe à peu près 600 personnes sur un espace restreint avec des travaux importants, des grues, des engins, une coactivité très lourde et la sécurité des hommes est notre priorité absolue. Donc c'est pour cela que dans le reportage, vous avez pu voir toutes les activités qui tournent autour de la prévention, de la formation des entreprises, les permis de travaux, etc., etc. On va en parler tout à l'heure parce que c'est important. C'est important pour nous. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr de faire les travaux que nous avons prévus,
Donc il y a un souci de qualité, bien sûr. Il y a un souci de délai, de planning. Vous comprenez que l'usine est arrêtée. Donc il ne faut pas que ça dure quand même 6 mois. Bien sûr. Donc nous avons un planning extrêmement serré. Il faut tenir le timing. Il faut tenir le timing de sorte à limiter la perte de production. Et ensuite, nous avons un enjeu sur les budgets. Nous parlons ici d'une somme de 32 millions d'euros. Ce qui n'est pas négligeable. C'est à la fois de la maintenance et des investissements. Et donc, il faut respecter le budget. Alors, vous avez parlé des enjeux de sécurité. C'est important parce qu'on est sur une raffinerie. Est-ce que vous analysez aussi les enjeux de sécurité pour toutes les usines, les industries qui tournent autour? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans la zone où vous vous trouvez, à Californie, pour ne pas la citer. Est-ce que ça fait partie aussi du cadre de travail de ce grand arrêt? Alors, le risque qu'on appelle technologique, donc qui pourrait impacter nos riverains, est permanent. Dans la maison, nous avons déjà des stockages importants de produits pétroliers. Donc, toutes les règles de sécurité qui tournent autour de ce risque-là sont maintenues et même renforcées pendant les périodes d'arrêt, puisqu'il y a quand même une coactivité avec des gens beaucoup plus nombreux. Ceci étant dit, pour la population, le risque lui-même, il est maîtrisé par nous, donc il n'est pas agrandi. C'est bien ça. En tout cas, il y a un savoir-faire de plusieurs années. Il y a notre savoir-faire que nous avons pu démontrer à la depuis 40 ans. Société anonyme de raffinerie des Antilles, 40 ans. Alors, la SARA, en chiffres, ce sont 600 intervenants, vous le disiez, tout corps de métier confondu, avec la plus grosse part pour les travaux. Comment faire en sorte pour que cette grosse usine fonctionne normalement au quotidien? C'est un sacré travail, je suppose. Alors, c'est un travail de logistique important. Il y a des choses banales comme la circulation, le logement de toutes ces personnes, les locations de véhicules, on les a cités, la restauration. Tout cela, ça fait partie de l'intendance, mais si elle coince, il y a beaucoup de choses qui coincent. Mais ensuite, il y a quand même pas mal d'engins de gros calibre. Nous avons des grues de 200 tonnes, nous avons une dizaine de grues sur le chantier, avec toutes les difficultés, j'allais dire, d'interférence entre les charges qui sont levées, les gens qui sont au sol. Donc tout cela doit être coordonné. Ouais. Et là, le travail principal de notre personnel, qui est mobilisé à 100% sur ce chantier, bien sûr, c'est la coordination des travaux. Et avec, bien sûr, le lot d'imprévu, vous ouvrez une capacité et puis vous n'y pensez pas. Voilà, tous les plateaux sont par terre. Mais en tout cas, le maître mot, comme vous disiez, coordination des travaux. Alors, elle est parfois décriée par l'opinion publique, mais c'est une société dont le visage est profondément enraciné dans le paysage martiniquais. Au sein de son équipe aussi, des femmes qui ne sont pas cantonnées au bureau, mais aussi exposées sur le terrain, en particulier dans le cadre du Grand Arrêt, un projet de longue haleine pour tous les salariés. Regardez. Au cœur de la SARA, ce sont près de 600 personnes qui travaillent quotidiennement. Mais pour veiller sur eux, ils ont aujourd'hui un ange gardien, Francisca. Cette chimiste est loin d'être à son poste habituel. Dans le cadre du Grand Arrêt, elle a abandonné pendant quelques jours son laboratoire afin de renforcer les équipes sur le terrain. Une occasion pour elle de voir d'un peu plus près la grande dame. C'est plutôt intéressant l'échange avec les entreprises, les collègues que je ne vois pas forcément au quotidien. C'est un moyen aussi de vraiment découvrir l'usine sur laquelle on travaille. En fait, au laboratoire, on fait les analyses, mais on n'est pas forcément impliqué sur le terrain. Des femmes qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à travailler à la SARA et pas seulement dans l'administration. Francine enfile tous les jours son uniforme réglementaire. Pourtant, lorsqu'elle était plus jeune, elle n'aurait jamais imaginé travailler ici. En fait, mon choix, c'était de faire la couture. Par rapport à mes résultats scolaires, mon prof principal, il ne voulait pas trop parce qu'avoir 17 de moyenne générale et 19, 20 en maths, pour elle, la couture n'était pas en fait n'était pas le bon choix. Un choix aujourd'hui sans regret face à la richesse du métier, l'importance de ses responsabilités. C'est très très varié, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Pour le moment, c'est ce qui me séduit et je pense que ce poste il est quand même assez large puisque c'est méthode générale et il y a peut-être autre chose aussi à apprendre. Les femmes ont tendance effectivement à être très appliquées en fait et au niveau directive, règlement, je ne veux pas dire que les hommes ne respectent pas ça, mais elles ont tendance à mieux respecter en fait ce domaine. Une rigueur, une discipline renforcée pendant le Grand Arrêt. Georges a travaillé pendant près de 2 ans pour que ce projet aboutisse dans les meilleures conditions. Un travail de longue haleine qui est loin d'être terminé. C'est excitant dans la mesure où, surtout lorsqu'on a participé à la préparation, donc tout est sur papier et là aujourd'hui en fait les choses sont en train de se mettre en place. Donc forcément on a envie que ça se passe bien
Et puis c'est aussi un challenge. Un challenge qui permet aussi de repousser les horizons. En ce moment, dans les couloirs, de nouvelles sonorités. Ok. Des visages inconnus. Jonathan. Jacques, très bien. Vous avez commencé aujourd'hui? Et Kevin. Et Kevin derrière. Kevin pour les soupapes. Et c'est là toute la richesse du métier. On a des personnes qui nous viennent de tous les horizons. On a vu un Italien tout à l'heure. Là, il y a des personnes qui viennent de métropole. Donc c'est l'occasion sur le plan humain, effectivement, déjà de faire connaissance, hein, puisque on partage un petit peu la même profession. Et puis aussi, d'échanger sur le métier lui-même. Alors, Monsieur Luc Mazarin, on l'a vu sur ce reportage, une grande implication de la part de tout le personnel. Comment c'est vécu cette période du grand arrêt? Parce qu'elle est attendue, évidemment, on l'a vu. Mais quand arrive cette période où tout le monde doit s'impliquer, finalement, on y va, quoi? Comment ça se passe? Vous avez vu l'enthousiasme de toutes ces personnes qui ont été interviewées. C'est une aventure humaine exceptionnelle. Et c'est partagé par tous. C'est partagé pour nous, et pour nous, c'est un projet d'entreprise. Ça fait 2 ans que nous travaillons dessus. C'est un moment très fort dans la vie de l'usine, hein, tous les 6 ans, ça n'arrive que tous les 6 ans. Et c'est à la fois le constat, d'abord, qu'on avait bien travaillé 6 ans avant, puisqu'on a pu travailler 6 ans en continu, et qu'on espère bien, avec ce qu'on aura fait, repartir pour 6 ans dans d'aussi bonnes conditions. Donc tout le monde est enthousiaste et ça se voit sur les visages. Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'enjeu de la formation. Est-ce que durant ce grand arrêt, on contribue à la formation de certains agents, de certains employés, durant cette période technique, en tout cas? Oui, vous avez vu un exemple d'une dame qui travaille normalement au laboratoire et qui, pour l'occasion, a changé de métier. Elle s'est retrouvée agent de sécurité, pompier, comme on dit chez nous, et elle le vit avec une très grande joie. D'abord, ça lui fait découvrir l'usine sous un autre aspect. Alors pour cela, elle a reçu une formation particulière, hein, de pouvoir accomplir ses tâches. Donc c'est à la fois pour elle également une ouverture sur notre métier, une découverte. Qui sait, peut-être qu'après, dans notre gestion des ressources humaines et du personnel, nous tiendrons compte de tout cela pour une évolution future. Maintenant, pour les personnels des entreprises extérieures également, elles sont quand même triées, j'allais dire, sur le volet. Il y en a certaines qui travaillent avec nous à longueur d'année, donc là-dessus, nous n'avons pas de difficultés. Il y en a d'autres qui se présentent parfois pour la première fois. Alors, tout le monde reçoit, par exemple, un accueil sécurité. Tout le monde reçoit des formations spécifiques selon les métiers sur lesquels ils vont travailler. Et surtout, j'espère que tout le monde en retire bénéfice pour son activité propre à l'extérieur de la SARA. Alors, puisque vous parliez des entreprises extérieures qui travaillent avec vous sur ce projet, on peut évoquer aussi les retombées économiques pour les entreprises qui sont au niveau de l'île. On l'oublie très souvent, mais vous jouez au niveau de la SARA un rôle stratégique, finalement. Je dirais que nous sommes au cœur d'une de nos missions que l'on oublie quelquefois. Hein. On pense bien sûr à tout ce qui est approvisionnement en produits pétroliers, ça tout le monde connaît la SARA pour cela, mais nous devons être également un moteur de l'industrie. Et là, je pense que nous sommes au cœur de cette affaire. Hein. 32 millions de travaux, tout investissement et maintenance, ce n'est pas tous les ans que ça se passe en Martinique, ce n'est pas à tout point de l'île que ça se passe. Donc pour le département, c'est également un événement exceptionnel. Donc les entreprises locales, hein, à peu près 25% des entreprises qui interviennent sur le chantier sont locales. Hein. Bien sûr, il y a des compétences ou surtout des effectifs nécessaires qui ne sont pas toujours disponibles sur l'île, donc on est obligé de chercher des entreprises en métropole, mais on tient à ce que toutes les contribuez à votre manière à la relance à ce que toutes les entreprises locales participent à cette grande aventure. Et donc pour elle, et il l'a dit, M. Kleka, qui est quelqu'un qui travaille avec nous depuis déjà près de 20 ans, il l'a dit, c'est pour rien au monde, il n'aurait manqué cette opportunité, surtout dans ces périodes où les marchés sont difficiles. C'est ça, dans un contexte de crise. Mais justement, certains chefs d'entreprise qui vous entendent ce soir diront, bon, alors c'est bien, pendant 6 mois, il y a des retombées économiques pour les entreprises, mais le reste du temps, est-ce que les entreprises locales peuvent bénéficier justement de cette relance, cette fameuse relance d'une certaine manière? Un chiffre simple, à peu près 32 millions d'euros, c'est ce que nous avons dépensé sur ce chantier-là. C'est également le budget de maintenance annuel de la SARA. C'est vrai que c'est concentré sur 6 mois, mais derrière, il y a encore 32 millions d'euros qui seront dépensés chaque année sur la maintenance courante. Donc ça reste quand même un enjeu économique important. Ce qui n'est pas négligeable. Vous restez avec nous, M. Mazarin, on va vous retrouver tout à l'heure. Le chiffre de la semaine, 46,1%. C'est le taux d'occupation de l'hôtellerie traditionnelle en Martinique en novembre 2012. Détails et analyses.
Depuis 5 ans, l'hôtellerie continue de plonger. Les touristes fréquentent de moins en moins nos hôtels. En novembre 2007, par exemple, le taux d'occupation atteignait 63,19%. 2012, même mois, il atteint à peine 46,01%. Une chute de la fréquentation qui a directement impacté les ressources du secteur. En effet, sur la même période, le chiffre d'affaires de l'hôtellerie est passé de plus de 2,7 millions d'euros à moins d'1,9 million d'euros en 2012. Des hôtels qui doivent aussi faire face à une saisonnalité de plus en plus marquée, une haute saison qui se réduit, des périodes de plus en plus courtes. Alors question, faut-il continuer à ouvrir toute l'année ? Face à cette situation, les professionnels estiment en effet qu'il faut réadapter le marché du travail touristique. Bref, fermer les hôtels pendant toute une période de l'année, mais davantage repenser tout un modèle qui a aujourd'hui atteint ses limites. Tout à fait autre chose à présent, un concept innovant, la découverte d'un porteur de projet. Comme chaque semaine, cap sur une initiative originale. C'est le bon plan, regardez. Jusqu'ici, tout semble normal, on navigue tranquillement sur les flots, quand soudain, décollage. Non, ce n'est pas une vague, vous êtes sur un bateau volant. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien un bateau qui a des ailes ou plutôt une armature de deltaplane. Moi, je trouve ça sensationnel, hein? C'est sympa, ça tente, mais bon. Vu mon âge, je ne me vois pas le faire, mais si j'aurais été plus jeune, oui. Entre ciel et mer, à 100 mètres d'altitude, la vue est imprenable sur la baie du Robert et les sensations fortes garanties. Super, un peu de frayeur, mais c'était sympa, c'est la première fois que je volais, donc super. On voit bien les fonds là d'en haut, on n'a pas vu d'animaux particuliers, mais c'était bien. Ça secoue un peu, mais c'est sympa. Unique en Martinique, il n'existe qu'un millier de ce type d'engin dans le monde et avec un petit moteur de temps, le bateau volant de David se pilote comme un ULM avec les mêmes règles de sécurité. C'est exactement comme un ULM, de toute façon il n'y a pas vraiment de risque. Même si le moteur vient à s'arrêter ou à caler ou en panne d'essence ou autre, de toute façon c'est une aile delta, donc ça fait comme si vous lanciez d'une montagne avec une aile, vous allez atterrir automatiquement, c'est le vent qui vous porte, donc le moteur n'a absolument rien à voir là-dedans. Moi il me sert juste pour monter parce qu'avec une aile delta on peut faire que de descendre. D'ailleurs je me pose moteur éteint en fait. Une envie de s'envoyer en l'air, de prendre de l'altitude en alliant les sensations marines et aériennes. Le bateau volant est un concept innovant et surprenant, une véritable invitation au voyage. Il y a 3 parcours, il y a 3 baptêmes. Il y a un premier baptême, donc on part d'ici, on fait l'île et Madame et on va pratiquement jusqu'à l'île et Loup-Garou. Le deuxième, où donc on fait pareil le même circuit, on fait les îlets du François avec la baignoire de Joséphine. On va un petit peu plus au large après pour essayer d'apercevoir les tortues, les requins ou les raies. Il y a un petit réservoir, ça a une capacité de 2h30, donc on peut aller largement aux Salines et revenir. Après on peut adapter encore autre chose, un autre réservoir derrière si on veut aller ailleurs, encore à Dominique ou à Sainte-Lucie. On peut voler, tanguer de l'essence en y va. David propose d'ailleurs des bons cadeaux pour offrir à vos proches un bol d'air salé, de quoi se rincer les yeux et vivre une expérience inoubliable. Et grâce à ses larges ailes, le bateau volant est aussi un support intéressant pour les annonceurs désirant afficher leurs différences et faire décoller leur business. Et nous retrouvons Monsieur Luc Mazarin, directeur des opérations à la SARA, pour 2 mots de conclusion. Quelle perspective dresser alors que ce grand arrêt est en cours, hein? On parle de grand arrêt là depuis la mi-janvier. Ça va durer 6 semaines, on l'a dit. Quelle perspective pour la fin de ce chantier et puis pour la suite? Les perspectives, comme je vous l'ai expliqué, c'est de pouvoir repartir pour un cycle de 6 ans. Donc ça, c'est notre cycle normal, habituel. Mais en même temps, nous avons quand même fait beaucoup d'investissements qui ont pour but d'améliorer notre activité, réduire notre impact sur l'environnement, par exemple, augmenter la sécurité de nos installations et bien sûr améliorer nos performances à la fois énergétiques et économiques. Vous avez misé beaucoup sur l'aspect environnemental, c'est pas négligeable non plus? Nous avons misé beaucoup sur l'aspect environnemental, c'est une des priorités que nous avons sur la décennie qui vient. Nous avons beaucoup travaillé sur la sécurité. Il y a des améliorations qui sont portées, je suppose? Les améliorations qui sont portées sur nos installations. Il y a également des réglementations nouvelles que nous devons appliquer. Donc tout cela, ça alimente tout ce flot d'investissement que nous faisons. Mais nous avons également, bien sûr, un enjeu économique parce que nous restons une entreprise privée. Donc la finalité, c'est quand même la rentabilité. Et donc nous cherchons à réduire nos coûts
à améliorer notre productivité et je pense que le consommateur y retrouvera son compte. Eh ben, en tout cas, merci Monsieur Luc Mazarin d'être venu nous parler de ce chantier colossal. Vous saluerez tous les collaborateurs, les 600 personnes qui travaillent autour de ce projet. Ça va vous prendre du temps, mais vous pourrez passer chacun je n'y manquerai pas. Les saluer. Merci en tout cas. En espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même antenne. En attendant, bonne soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.